Tous les matins, c'est la même histoire. Des dizaines de visiteurs se précipitent dans cette salle pour mitrailler une dame qui les fixe avec un petit sourire en coin. Cette dame, c'est la Joconde, le célèbre tableau peint au XVIe siècle par Léonard de Vinci. Pas de doute, nous sommes bien au Louvre, l'un des plus grands musées au monde que vous avez classé à la 6e place. Plus de 10 millions de visiteurs se pressent ici chaque année pour admirer ses chefs-d'œuvre, son palais royal et sa fameuse pyramide. Pascal Torres est conservateur. Pour lui, le Louvre et ses 8 siècles d'histoire n'ont plus de secrets. Il en a même écrit un livre. Il nous entraîne dans les sous-sols, là où tout a commencé. On est dans le cœur du Louvre médiéval, donc l'origine du palais du Louvre, la forteresse militaire du XIIe siècle. Un Louvre aux allures de château fort qui ne ressemble en rien à celui qu'on connaît aujourd'hui. À l'époque, les militaires qui l'occupent sont sous les ordres du roi Philippe Auguste. Philippe Auguste voulait contrer et repousser l'envahisseur anglais parce que ces Anglais se trouvaient tout de même tout près de Paris, à peu près à 75 km. Et il fallait à tout prix se protéger contre eux. Donc c'était une forteresse au départ. En 1983, on entame des fouilles qui viendront réveiller la mémoire d'un Louvre enfoui. Vous savez qu'il y avait des choses, mais quoi exactement? Tout restait à découvrir. Progressivement, on voyait apparaître une ville médiévale en quelque sorte, en plein cœur de Paris. C'est vrai que c'est une découverte absolument bouleversante pour la plupart des gens qui se retrouvaient face au passé. À quelques mètres au-dessus des vestiges du Louvre médiéval se trouve la cour carrée. C'est ici que la sombre forteresse des débuts se métamorphose en palais royal dès le XIVe siècle. Pendant près de 700 ans, le Louvre restera l'une des principales résidences des rois de France. Et de François Ier à Louis XIV, tous vont vouloir l'amplifier, le moderniser et le magnifier. On a les signatures de chacun des monarques qui a amplifié le Louvre et qui a évidemment décoré les façades. Souvent par couple, H qui est Henri II avec Catherine de Médicis, A, elle, Anne d'Autriche et Louis XIII, que l'on voit aussi sur les façades. Pour chacun des monarques, c'est une façon de traduire dans la pierre sa puissance royale. En 1793, l'année même où l'on décapite le roi Louis XVI, le Louvre ouvre ses portes au peuple et devient un musée. Aujourd'hui, il reste populaire. Et Jean-Luc Martinez, son directeur, est bien placé pour le savoir. C'est ici qu'est né son amour de l'art grec et sa vocation d'archéologue. Le Louvre, c'est aussi tout un voyage. Moi, adolescent, je n'étais pas allé en Grèce, donc la première fois que j'ai vu des œuvres d'art grec, c'est ici, Après les fragments de l'acropole d'Athènes, Jean-Luc Martinez nous conduit vers l'une des stars du Louvre. Bon, là, on est dans un lieu mythique du musée, la salle de la Vénus de Milo. Il se trouve que moi, j'ai eu la chance aussi de pouvoir conduire la restauration de la statue en 2010. Ça a été une aventure assez extraordinaire. Il a fallu faire ce nettoyage de surface la nuit. Voilà. Donc j'ai passé des nuits et des nuits avec elle. À 2000 ans et des poussières, la Vénus avait bien besoin d'un lifting. Et elle a même eu droit à une petite rhinoplastie pour le même prix. Peu de gens le savent, mais le nez, la pointe du nez est en plâtre. Voilà. Donc il se trouve que c'était un peu gris. Donc on a repris la surface de ce petit bout de nez en plâtre. En ces lieux, on restaure et on copie. Bonjour. Bertrand a la chance d'avoir à sa disposition des tableaux de maître. Il a même mis l'heure, il a mis 4 heures à la pendule. Bertrand est ce qu'on appelle un copiste. Et ce jour-là, il apporte les dernières retouches à cette toile qu'il a commencée voilà 3 mois. Je regarde mon tableau là, mais je suis obligé d'aller voir le détail, vous voyez. Je mets ma main pour éviter toute fausse manœuvre. Je regarde les détails et je reviens, si possible, l'exécuter sur le mien. L'histoire entre le Louvre et les copistes ne date pas d'hier. Avant qu'il ne devienne un musée, le palais héberge déjà des artistes pour leur permettre d'apprendre leur métier en copiant les maîtres. Des peintres aussi célèbres que Cézanne, Picasso ou encore Dali sont passés par là. Il n'y a pas mieux sur cette planète pour un peintre. C'est le paradis sur Terre. Un paradis qui possède son antichambre plus proche des entrailles de la Terre, car dans ses sous-sols, le Louvre est un véritable labyrinthe. Pascal possède les clés d'un lieu tombé dans l'oubli. Alors, on va tirer, c'est un peu rouillé, ça date de la guerre. Et voilà où on se trouve. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le Louvre décide de construire des abris anti-aériens pour protéger les œuvres et le personnel. C'est l'un des endroits importants pour moi de la mémoire du Louvre, du Louvre comme monument vivant dans Paris. Finalement, les attaques n'auront jamais lieu. Les abris ne serviront pas. Mais par précaution, dès 1938, les œuvres du Louvre seront évacuées par ces galeries pour être dispersées dans des châteaux en province.
le jour de la déclaration de la guerre. 2 heures avant, dès 15 heures, on commence à descendre la victoire de Samothrace. L'architecte de ces lieux, Ferrand, avait tout prévu. C'est le Louvre en guerre qui lutte comme il peut. Bien des années plus tard, un autre événement va bouleverser cette institution qu'est le Louvre. C'est la naissance de la pyramide. Lors de l'inauguration en 1989, on se souvient de la polémique qu'avait suscité cette pyramide de verre. Alors aujourd'hui, on ne pourrait pas imaginer la place sans elle. Ce qui est drôle, c'est que les polémiques d'hier sont les incontournables d'aujourd'hui. Cette pyramide n'a pas fini de faire parler d'elle. En ce moment, c'est un éclair qui la traverse à la nuit tombée. Cette œuvre de l'artiste Claude Lévesque va illuminer le Louvre pendant plus d'1 an. Ça vaut bien une petite visite nocturne, non ?